La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Qui sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Bonjour les amis, les petits, les grands, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, je vous dis et je vous souhaite Yaorana. Quelle joie de vous retrouver pour découvrir ensemble, grâce à l'expertise de notre invité spécial, comment la vie qui anime notre corps obéit à des lois juste incroyables. Yaorana, c'est votre émission santé et vous êtes avec Mata Williams, professionnelle de santé et responsable de la santé adventiste en Polynésie. Tout notre être est programmé de la même manière, mais dans son résultat, chacun d'entre nous, nous sommes uniques au monde. Nous avons un patrimoine génétique qui nous est propre. Alors, bienvenue pour un 3e opus dans le monde de la génétique avec notre invitée spéciale, Belinda Boyle-Richaud, sage-femme et conseillère en génétique. Bonjour Belinda. Yarana Mata. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Pas trop chargée? Il y a toujours de quoi faire dans mon activité. Eh bien, merci encore pour toutes les personnes que tu prends en charge et merci de nous consacrer encore un peu de ton temps. Alors aujourd'hui, je propose de plonger dans ton quotidien professionnel et de comprendre ce pourquoi tu as vraiment été formée en conseil en génétique. Du coup, dis-nous un petit peu, quelles sont les personnes qui viennent te voir? Ce sont des adultes, des couples, des enfants? Qui vient voir Madame Boyle-Richaud? Alors, qui vient me voir? Un peu tout le monde. D'accord. Donc, je vois autant les enfants que les adultes, hommes ou femmes, que les bébés. Bon, oui. Les bébés, je les vois évidemment au travers de leur maman. Oui. Donc, je vois les femmes enceintes, les couples qui sont en attente d'avoir un bébé. Mais voilà, un petit peu tout le monde. Est-ce que ces personnes viennent d'elles-mêmes ou alors elles te sont adressées ou alors c'est toi qui vas aller les chercher, qui va les identifier? Comment ça se passe? Alors, déjà, l'action du conseiller en génétique concerne tous les domaines de la médecine, en fait. Toutes les spécialités, Voilà, alors? toutes les spécialités. D'accord. Donc, je définirais qu'il y a 3 grands domaines. Donc, le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le prénatal. Donc, le prénatal, c'est lorsque une femme est enceinte et a un fœtus dans son ventre. Donc, dans le prénatal, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a une maladie génétique identifiée dans la famille, connue. Donc, je vois ces couples-là et je les rencontre. Je leur donne l'information sur telle ou telle maladie concernée et quel est leur risque d'avoir un enfant atteint de cette maladie. Donc là, ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, dans le prénatal, je rencontre également les couples qui ont malheureusement un fœtus avec un souci qui a été vu à l'échographie de surveillance de la grossesse. Donc, pour ces couples-là, il s'agit d'aller d'abord identifier si le fœtus est atteint d'une maladie très grave, et ensuite de voir est-ce que cette maladie, en tout cas si elle est génétique, est-ce qu'elle est héritée du père ou de la mère ou des deux? D'accord. Ensuite, toujours dans le domaine du prénatal, je rencontre également les couples dont la mère a bénéficié d'un dépistage de la trisomie 21. Il faut savoir que lorsqu'on est enceinte, toutes les femmes ont droit, en tout cas, on se doit de leur proposer un dépistage
de la trisomie 21. Alors, vite fait, c'est quoi la trisomie 21? Alors justement, la trisomie 21, c'est une anomalie de nombre d'un chromosome qui est justement le chromosome 21. Pour rappel, nous avons 23 paires de chromosomes. Père, ça veut dire que 2, normalement. Voilà, normalement, père de un du papa et un de la maman. Et donc là, le chromosome numéro 21, au lieu d'en avoir que 2, il y a un troisième. Donc ce troisième chromosome donne une maladie qui s'appelle le syndrome de Down, donc qui est tout simplement la trisomie 21. Et c'est une maladie qui est qualifiée aujourd'hui de maladie grave. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui atteint l'intelligence, excuse-moi. Donc, en fait, la trisomie 21 donne une déficience intellectuelle chez les personnes atteintes. Bon, on reviendra peut-être sur ces maladies, mais la trisomie 21... Donc, c'est toute femme enceinte, tout couple normalement, tout soignant qui la suit a le devoir, en tout cas, de lui expliquer, de lui proposer ce dépistage. Et une fois que c'est une prise de sang, comme les autres examens, tu nous disais. C'est une prise de sang avec un calcul. D'accord. C'est un peu un calcul de risque d'avoir un enfant atteint de trisomie 21. Ce calcul se fait à la base avec l'âge maternel, puisque, rappelons-le, nous sommes constitués de milliards de cellules. Et donc, lorsqu'on a été conçu dans le ventre de notre maman, nous avons également, en tant que femme, constitué notre stock d'œufs, qui sont les ovocytes. Oui. Donc, nous avons constitué notre stock d'œufs depuis qu'on a été créé dans le ventre de notre maman. Donc, par exemple, si j'ai 20 ans, l'âge de mes œufs ont 20 ans. Oui. Si j'ai 40 ans, ils en ont 40 aussi. Ils en ont 40 aussi. Donc, effectivement, l'âge est très important dans la trisomie 21. Pourquoi ? Donc, ça rentre dans le calcul de risque. Ça rentre dans le calcul de risque parce que plus on prend de l'âge, c'est vraiment un risque élevé. Plus le risque va augmenter d'accidents chromosomiques. 45 ans. Voilà. Ensuite, on calcule également avec la nuque. Donc, il y a un calcul qui se fait par au niveau de l'échographie. Au niveau de l'échographie. On prend un cliché. On mesure au premier trimestre. Donc, c'est souvent 12 semaines d'aménorrhée. Donc, les 3 mois, dans les 3 premiers mois, il y a un examen échographique qui est proposé. Et il y a cette mesure de la nuque. D'accord. Ensuite, il y a donc du coup la prise de sang qui va être associée. Ce calcul va être associé à la prise de sang. Cette prise de sang va doser 2 hormones. Donc, c'est les hormones de la grossesse, peu importe. Voilà. Et selon le taux, on est capable de voir qu'il y a peut-être un petit risque. On estime un risque ou pas. Qui peut être lié à une trisomie. On sort un chiffre. Donc, ce chiffre-là, on l'a défini arbitrairement à 1 sur 50. Donc, en fait, il y a plusieurs chiffres. Un risque de 1 sur 50, c'est la barre qu'on a fixée pour dire que petit risque ou très grand risque. Donc après, voilà. Donc moi, je vois des couples dans ce cadre-là. Et donc, à ce moment-là, je leur explique tout ça. Leur examen est revenu peut-être un peu à risque. Voilà, quel est leur risque. Et si le risque est élevé, on leur propose un autre examen. Et donc là, il s'agit de l'amniosynthèse, ce qu'on appelle la ponction de liquide amniotique. On va chercher un peu dans le ventre avec une aiguille toute fine. On va aller prélever du liquide amniotique, donc avec des cellules du bébé. Oui. Et on va analyser les cellules du bébé pour voir est-ce qu'il a bien un karyotype avec 46 chromosomes ou 47 chromosomes, donc qui nous confirmerait qui nous donnerait éventuellement le diagnostic de trisomie 21. D'accord. Mais alors, un risque sur 1 sur 50. Du coup, si j'ai un risque d'avoir un bébé trisomique de 1 sur 500, c'est un risque plus grand ou plus petit ? Non, c'est un risque plus petit. Il faut raisonner en fractions, en fait. Donc, un risque de 1 sur 2, c'est énorme par rapport à un risque sur 1 sur 500. C'est ça. Okay. Donc, en fait, on a défini quand même, on a mis des barres. Donc, 1 sur 50, c'est la barre pour dire... on va plus loin. D'accord. Et au-delà, donc on a mis quand même un petit risque intermédiaire qu'on appelle. Donc, entre 1 sur 50 et 1 sur 1000, on a un risque intermédiaire. C'est-à-dire que je ne suis pas plus à risque ni moins à risque, mais là, on va proposer un autre test. Et donc, ce test-là, c'est de nouveau une prise de sang. Sauf que dans ce test, on va aller identifier, en fait, dans le sang maternel,
une fraction en fait de sang fœtal On va choper On va aller regarder des petits si- globules rouges du bébé voilà, qu'on va trouver. qu'il y a qui circule comme ça Chez dans la le mère. sang maternel. Et on va aller regarder, est-ce qu'il y a une surreprésentation de 3 chromosomes, essentiellement le 13, le 18 et le 21. Et donc ce test-là s'appelle tout simplement un test ADN-C, donc du sang fœtal sur le sang circulant maternel. Et bon, on le disait de façon... voilà, on disait que c'était un DPNI. Donc, on l'entend un peu, Encore un vulgarisé un petit peu. peu. Oui, On voilà. dit c'est un DPNI, mais c'est un mauvais terme parce qu'en fait, là, c'est pas un DPNI, c'est un test sur l'ADN circulant du dans le bébé. sang maternel. D'accord. Voilà. Donc, ce risque-là, donc entre 1 sur 10, 1 sur 50 et 1 sur 1000, on définit Hop, elles vont plutôt aller un test ADN-C. vers là. Et au-delà de 1 sur 50, c'est-à-dire entre 1 sur 50 et 1 sur 10, ou supérieur à 1 sur 10, là, on est clairement On dans va un risque fonctionner. élevé Ouais. et où il va faut aller directement confirmer que le bébé est-il atteint ou pas d'une trisomie D'accord. 21. D'accord. Donc là, on parle, donc on est toujours dans le domaine du prénatal. Donc Ah oui. ensuite, je vous ai parlé d'un deuxième domaine. Le deuxième domaine, on appelle ça la génétique médicale. Et donc la génétique médicale, ça concerne tous les organes, tout le reste. tout quoi. le reste. Alors tout le reste, à savoir que je vous ai parlé de gènes qui va venir dire comment fabriquer le cœur, le poumon, les Voilà. reins, le cerveau, et etc. Eh bien oui, la génétique médicale concerne toutes ces spécialités puisque lorsqu'on a une anomalie dans un de ces gènes, ça va provoquer une maladie. Donc il peut y avoir une maladie au niveau cardiologique, il peut y avoir des maladies neurologiques, il peut y avoir des maladies ophtalmologiques. Donc voilà, et tout ça, D'origine ça, génétique. d'origine en fait. génétique. Donc là, D'accord. c'est tout le côté génétique médical. Héréditaire ou de nouveau. Dans le côté, donc justement dans ce domaine, il peut y avoir donc tout ce qui est prédisposition héréditaire. Donc c'est ce qu'on va définir. Est-ce qu'il y a une prédisposition héréditaire? Mais il peut y avoir également des maladies qui apparaissent de façon accidentelle également. Donc Tout ça, c'est toi qui fais le tout tri, ça, c'est qui en fonction. Donc, recherche. voilà, nous sommes là pour donner des informations sur différentes maladies, différentes possibilités. Mais une fois qu'on a identifié la maladie dans la génétique médicale, eh ben, le conseiller en génétique a aussi comme rôle d'accompagner ces personnes quant à leur prise en charge. Donc, ça permet, par exemple, de dire que, tiens, tu as une prédisposition héréditaire à telle maladie, donc je vais instaurer une surveillance particulière, beaucoup plus importante, parce que tu es à risque de développer à un moment donné dans ta vie cette maladie. Donc On voilà, ne c'est fait pas un que rôle. trouver, on explique, mais on les accompagne. On les vraiment. accompagne et Ouais. on leur explique la prise en charge à venir. Donc, Ok, et comment tu travailles en fait? Donc tu avais dit que tu étais l'assistant de choix du médecin généticien, mais tu prescris aussi toi-même les tests génétiques, tu travailles en réseau, tu travailles avec les spécialistes ici, de l'hôpital d'ailleurs. Comment ça se passe un peu vite fait, ton réseau en fait? oui, alors, un conseiller en génétique est un collaborateur du généticien. Ok. Donc, on est obligé de travailler en collaboration. Je ne peux pas travailler sans un généticien. Mais Ok. si on peut imaginer qu'ici en Polynésie, on ne peut pas Il n'y imaginer, en a c'est pas. qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Hein. On n'a pas de généticien Bah oui. ici. Donc, comment je fonctionne à oui. ce moment-là? En fait, je suis en partenariat, en collaboration avec des médecins référents en métropole. D'accord. Donc, ensuite, il y a une petite particularité puisque nous sommes très isolés, des plus. îles au milieu du Pacifique. Donc, je ne peux pas fonctionner forcément si jamais il n'y a pas de généticien. Donc, comment je fonctionne à l'heure actuelle? Certes, par collaboration avec des référents de métropole, mais aussi, au fait, par les spécialistes d'organes ici en Polynésie. D'accord. Donc, par exemple, tout bêtement, en cardiologie, si je dois faire des analyses génétiques chez un patient en cardiologie,
et ben, mon référent sera le spécialiste qui est le cardiologue. D'accord, donc tu vas travailler en étroite Je- collaboration Avec et lui va tous les t'aider spécialistes, dans exactement. prescrire, recevoir les tests, donc vous travaillez ensemble, quoi. Voilà, nous travaillons en D'accord. étroite collaboration avec toutes les disciplines. Donc, chaque spécialiste m'envoie des patients et ils veulent une analyse génétique. Et donc, moi, je fais en fait le point en recueillant des données, justement, des données personnelles. Et ensuite, je construis l'arbre généalogique. Et là, on voit est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une hérédité dans cette maladie. Et à ce moment-là, lui prescrire un test génétique afin d'identifier, de confirmer ou pas, ou d'infirmer l'héritabilité, L'anomalie, en quoi. fait. Et donc, tu disais le prénatal, c'est vraiment un domaine bien important en termes de conseil génétique. Ensuite, tout ce qui est Génétique médicale. génétique médicale. Est-ce qu'il y a encore un autre domaine? Alors oui, nous arrivons dans le troisième domaine qui est un peu particulier, c'est l'oncologie. Donc en fait, le domaine de De l'oncogénétique. la cancérologie. Le quoi. cancer. L'oncogénétique, Voilà, les cancers l'onco- génétiques, en fait. Exactement. D'accord. Alors évidemment, tout n'est pas génétique, mais il y a une partie. Mais il y en a. Voilà, il y a une partie génétique et donc toujours on reste dans une prédisposition héréditaire. Et donc dans le cancer, eh ben, tous les organes sont touchés, Ah oui. que ce soit le cerveau, le sein chez la femme, le côlon chez l'homme et la femme, la prostate chez l'homme. Évidemment, il y aura une partie de génétique. Tout n'est pas génétique, Oui. donc on ne va pas dire que tous les cancers Sans d'origine génétique. sont héréditaires. Oui, oui. Ok, donc il y a une partie. Et donc le rôle du conseiller en génétique, justement, c'est d'identifier Toute est-ce cette que branche-là, quoi. les personnes atteintes d'un cancer, est-ce que c'est un cancer qui peut être héréditaire ou pas? Et évidemment, la science nous permet aujourd'hui de dire que tel ou tel cancer est beaucoup plus hérité génétiquement que d'autres. Par exemple, je parle du cancer du sein chez la femme. Eh ben, il faut savoir qu'il n'y a que 5% de prédisposition héréditaire au D'accord. cancer du sein. Le reste, c'est lié au hasard, à l'environnement. Voilà, c'est pas d'origine C'est pas génétique. d'origine génétique. Par contre, quand on va voir un cancer, par exemple, de l'ovaire, eh ben, lorsqu'une femme, d'autant plus qu'elle est jeune, mais même une femme qui a un cancer de n'importe quel âge, l'ovaire voilà. à 65 ans, l'ovaire, c'est un signe vraiment d'hérédité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a dans la famille un cancer de l'ovaire, on peut avoir Quasiment être l'hypothèse, sûr, ouais. même quasiment sûre, qu'il y ait une prédisposition héréditaire. Donc là, on va creuser et on va aller plus loin. Parce que c'est des cancers qui, le plus fréquemment, sont... Voilà, sans génétique. D'accord. Et peut-être une dernière question. Comment est-ce que tu arrives, toi, à reconnaître un peu physiquement, tout du moins, est-ce que tu arrives à avoir des profils? Par exemple, tu regardes quelqu'un, tu dis, oh là, je pense que cette personne, là, il y a des physiques particuliers ou est-ce qu'il y a des signes qu'on retrouve un peu quand même de façon régulière dans les maladies génétiques? Alors oui, effectivement, on parle de caractère phénotypique, c'est-à-dire que le physique, donc Oui. les formes. Il y a certaines maladies, par exemple la trisomie 21, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. La trisomie 21, quand on regarde toutes les personnes, les Dans individus, toutes les races, voilà, peu ils se importe, ressemblent un peu. hein. peu importe les ethnies, eh ben, ils se ressemblent tous. Ils Tu ont peux nous donner tous, quelques signes pour... par exemple, ils ont les yeux plutôt en amande, tirés et vers le bas. Ils ont un visage plutôt rond. Ah oui, d'accord. Ils ont plutôt le nez un peu aplati. Bon, après, on va pas rentrer dans Oui, tous oui, les oui. détails, mais ils ont souvent des cheveux qu'on dit les cheveux un peu tinto. D'ailleurs, Voilà. à une époque, on disait que ces personnes-là, ils ressemblaient ils étaient des Mongoliens. Ah, c'est pour ça qu'on disait Voilà, mongolisme. mais Ok. voilà, quand on disait lui, les Un peu Mongols, asiatique. alors c'était péjoratif évidemment parce que les Mongols, c'est une population qui Oui. existe à côté de la Chine, c'est la Mongolie. Ouais, ouais. Et en fait, ils ont tiré ça du profil qui ressemble un peu à un profil un peu tinto, mais bon, c'est sans être chinois évidemment. Du coup, il y a physique, mais il y a aussi d'autres signes. Je sais pas, tu parlais par exemple sur le plan intellectuel ou... Oui, alors il y a plusieurs signes. hein. Par exemple, je vois tout simplement une maladie qu'on appelle une maladie neurodégénérative.
qui s'appelle la maladie de Huntington, par exemple. Huntington, c'est pas ceux qui ont Et des ben tremblements, voilà, là donc ils ont des d'accord. tremblements. Oui. Et donc ceux-là, on va le reconnaître. Donc si il n'a pas été identifié cette maladie dans la famille, lorsqu'on va voir cette personne passer devant nous, là, tout de suite, on va dire, oulala, celui-là, Donc, c'est il a pas une un maladie caractère d'Huntington. physique, mais c'est un comportement. En tout C'est un cas, c'est quelque comportement, chose voilà, ça, très c'est- particulier. Voilà, exactement. Après, il y a aussi d'autres signes, hein. Par exemple, chez les enfants. Il y a des enfants avec des troubles du comportement ou des troubles du développement. Donc, tout cela, en fait, on peut avoir un peu une idée et se dire, ah ben tiens, cet enfant, il n'a pas tout à fait un comportement normal. Et c'est ce qu'on appelle un peu aujourd'hui les troubles du spectre autistique. Oui, on en voit pas mal sur les réseaux. On en voit. On partage et c'est difficile pour certains parents. Il y a des formes un peu vraiment sévères. Alors, il y a plusieurs formes. D'ailleurs, on les a qualifiées de troubles du spectre autistique. Quand on entend spectre, ça veut C'est pas dire autiste ou autiste, ça veut quoi. dire voilà Un qu'il spectre. y a tout un spectre. On peut avoir des enfants avec tel comportement, avec telle déficience. On peut avoir d'autres enfants un peu plus sévères. Donc, autrefois, on disait communément, ah, il est autiste. Mais pareil, c'est des termes qu'on a abandonnés Ouais. pour. Donc, c'est tout un spectre, quoi. Voilà, c'est tout un spectre. une variété. Et il peut y avoir différents types de troubles autistiques. Léger, modéré, Ça voire peut être sévère. tout simplement, par exemple, un trouble du comportement sans pour autant avoir une atteinte intellectuelle. D'accord. Voilà. Par exemple, donc ces enfants-là, c'est d'origine génétique à chaque fois ou Alors, on pense que oui? on pense que oui. D'accord. De plus en plus, on De pense plus en- de plus en plus puisque la génétique se développe de plus en plus et on identifie des petites particularités, ce qu'on appelle des variations. C'est à la mode le terme de variant aujourd'hui avec le Oui. Covid, les variants. Ouais, Le voilà. variant d'où il sort? Il sort de cette variation du code génétique. D'accord. Donc nous avons un code génétique, on en a parlé, avec plusieurs combinaisons possibles. Et ben dans ces combinaisons, nous avons des variations qui est propre à chacun. Mais est-ce que ces variations, on en parlait avec le génome, est-ce qu'on est capable d'interpréter si ça donne quelque chose de grave ou pas grave? C'est que c'est pas standard. Eh ben non. On a mais un qu'est-ce que ça veut codage dire? standard qu'on Voilà. avait défini chez une personne et Voilà. on l'a pris en référence. Mais aujourd'hui, quelle est la vraie référence? Est-ce que la référence étant d'être très intelligent, être très beau, être très grand, Très grand, bah oui. ça ne veut rien Oui, dire. oui. Quel est On est le tous normal, différents. quoi. Quelle est la normale? Exactement. Donc, on parle de variation. D'accord. Donc, est-ce que cette variation va entraîner quelque chose qui va entraîner un handicap dans sa vie, dans la vie d'une personne? Donc, c'est pour ça que le trouble du spectre autistique, lorsque des personnes commencent à un peu dire que voilà, c'est pas bien, il est comme ça, enfin voilà. Moi, je dis, mais non, chaque enfant va évoluer à sa propre manière. Donc, on identifie par exemple des variations qui pourraient donner un trouble du comportement chez un enfant, il faut voir. comment en on fait. l'explique aux parents? Ouais. Eh ben, on l'explique par exemple, il y a des troubles du développement qui va être tout simplement, l'enfant va avoir des difficultés en mathématiques. D'accord. Mais est-ce qu'on a besoin des mathématiques forcément Voilà. pour vivre? Ouais, oui. Non. Oui. Il y a certaines familles, voilà, on leur explique ça. Il y aura Il ne faut peut-être pas les angoisser pour rien, Non. mais il ne faut pas non plus les rassurer peut-être aussi à pas tort. trop non Voilà. plus les rassurer, mais Donc il faut laisser quand même. il y a une partie de doute. Pourquoi? On a parlé de notre environnement. Ouais, oui. Nous sommes aussi fabriqués de notre environnement. Si on Et les stimule. par exemple, un enfant qui, déjà, on prédit qu'il va avoir des difficultés. Et comme nous savons qu'il aura des difficultés, on met en place des choses afin qui vont le conduire peut-être. qui va lui permettre d'apprendre à sa vitesse et à sa manière. Et parfois, arrivé à l'adolescence, voire à l'âge adulte, il a atteint le même niveau qu'une autre personne qui n'avait pas ces difficultés. Donc, c'est vrai que la génétique, elle est... c'est complexe. C'est complexe et C'est c'est à la subtil. fois incroyable parce qu'il peut y arriver des choses et notre environnement Ça vient impacter Ouais. aussi notre mode de vie. C'est très compliqué et à la fois beau. Alors, c'est beau. Et puis, par contre, la réalité aussi, je pense que tu vois des familles quand même qui vivent des drames, des personnes qui ont des résultats et ça tombe. Alors, c'est vrai que on peut prendre encore peut-être quelques minutes. On parle de plus en plus de ces maladies neurodégénératives.
c'est presque une condamnation, quoi. Hein. Quelqu'un dans sa famille, on va le tester parce que il y a peut-être une prédisposition, il y a cette anomalie. Et boum, par exemple, j'entends parler de la maladie de Charcot, des choses comme ça. Alors, tu peux nous en parler un peu, en quoi c'est terrible? Alors effectivement, dans les prédispositions héréditaires aux maladies, il y a donc dans la génétique médicale, il y a différentes maladies qui permettent, lorsqu'on identifie une prédisposition, de mettre en place une prise en charge adaptée. Cette prise en charge ne va pas guérir la maladie, qu'on soit d'accord. On ne peut pas les modifier. Toutefois, même si c'est en route, là, la thérapie génique, ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est en route. Mais aujourd'hui, on va dire que, pour faire simple, on ne peut pas aller modifier un codage au niveau d'un gène. C'est pas encore, parce que c'est dans nos milliards de cellules qui nous constituent. C'est compliqué, même si c'est en cours. Ouais. Donc, la prise en charge va être d'adapter en fonction de la maladie, de se dire, est-ce qu'on peut prendre en charge précocement? Comment on peut l'accompagner? Est-ce qu'on peut éviter la maladie tôt et retarder au mieux, au fait, l'apparition, par exemple, de la maladie? Par contre, dans les maladies neurodégénératives, c'est le côté un peu, c'est vrai. Tout ce qui est neuro, les nerfs, tout ça va se dégrader. L'atteinte neurologique, parce que l'atteinte neurologique, c'est notre cerveau. Ouais. Notre cerveau, c'est celui qui va dire au corps c'est la centrale, quoi. comment fonctionner. Donc, s'il y a une atteinte de notre cerveau, il y a des répercussions sur tout notre corps. Et est-ce qu'on arrive à vivre normalement ou pas? Dans les maladies neurodégénératives, je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus dur dans ma formation. C'est parce que aujourd'hui, on peut dire à des personnes, vous êtes porteur de cette anomalie et vous allez manifester cette maladie. Et donc, il faut savoir que dans les maladies génétiques, soit on a une apparition, une manifestation de la maladie très jeune, moins jeune, et parfois l'apparition apparaît au-delà de 40 ans, voire 50 ans. Oui. Donc là, c'est les maladies à révélation tardive, et c'est souvent dans les maladies neurologiques. Alors, ces maladies-là, donc aujourd'hui, comment on les diagnostique? Eh bien, d'abord, c'est nos ascendants. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été malades et chez qui on a été recherché s'il y avait une origine génétique. On a confirmé. Et là, on a confirmé. Et donc, chez ces personnes-là, eh ben, ils ont 50% de risque de transmettre à leur descendance. Oui. Et donc, ce qu'on voit, ce sont les descendants. Ils veulent connaître leur statut génétique vis-à-vis de la maladie. Donc, ils veulent savoir s'ils sont porteurs ou pas porteurs. Oui. Mais dans le cas où ils sont porteurs, eh ben, on leur annonce que tu es porteur de la maladie et que, comme ton père ou ta mère, tu risques de manifester cette maladie à l'âge de 50 ans ou à l'âge de 40 ans. Ça dépend du type de maladie, évidemment. Et là, pour cette personne, eh ben, c'est un peu l'épée de Damoclès qui va dire oui, tu es porteur. Gare à toi, tu vas vraiment devenir comme... tu vas manifester la maladie. Donc, moi, je trouvais ça un peu dur. Oui. Mais à la fois, c'est dur. Vaut-il mieux ne pas savoir et être angoissé toute sa vie parce qu'on sait qu'on a quand même un grand risque, ou être libéré, je ne suis pas porteur, ou le savoir, et alors là, c'est confirmé, et là, on voit notre avenir se dérouler devant nos yeux. C'est difficile. Exactement, c'est très difficile. C'est pour ça que un test génétique, on leur laisse le temps, n'est jamais anodin. Ah oui, un test génétique n'est pas anodin. Lorsqu'il y a une prise en charge derrière qui permet d'adoucir, si on peut dire, la maladie, tant mieux. Mais bon. Mais dans les maladies où on n'y peut rien, puisque nous ne pouvons pas en guérir. Ouais. Et nous ne pouvons pas prédire d'ailleurs à quel moment ça va se manifester. On dit par exemple à 50 ans, mais ça peut très bien être à 49, ça peut être à 52. Et donc, on est tout le temps sur le qui-vive à se dire « Oh là là, je vais finir ». Et puis dès que, du coup, après on psychote, selon certaines maladies, on va dire « Oh ça y est, j'ai les signes de la maladie ». Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir? Donc, l'analyse génétique, il faut un consentement éclairé pour pouvoir faire ces tests. Et ce consentement éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai reçu toute l'information utile à réaliser cet examen. Et ensuite, j'ai reçu l'information de si je suis porteur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je dois faire
Parce qu'il faut savoir, quand on fait des analyses génétiques et que lorsqu'on identifie une anomalie, nous avons l'obligation légale, c'est une obligation légale, C'est la loi. c'est la loi, d'informer nos apparentés au premier degré. Ah, d'accord. Alors, nos apparentés au premier degré, qui sont? Eh bien, ce sont avant tout nos parents, Mhm. nos frères et sœurs et nos enfants. D'accord. Donc, j'ai l'obligation légale d'informer toutes ces personnes qui peuvent être concernées par cette prédisposition. D'accord. Et la loi, voilà, c'est la loi. Et ça, si jamais, et puis même en dehors de la loi, on est un peu humain. Si cette analyse permet à d'autres personnes de pouvoir être pris en charge très tôt dans la maladie, pourquoi ne pas lui faire bénéficier? D'accord, et ben voilà, donc on a fait un long voyage dans la génétique, on est allé un petit peu sur la consultation, qui vient te voir, et on est parti vraiment dans des maladies aussi très compliquées, et aussi ce choix de faire le test, de faire un certain test. Donc je te remercie beaucoup Belinda, et quant à nous, je vous rassure, ce n'est pas fini, on va se retrouver pour une nouvelle émission Santé Yaorana dédiée encore une fois à la génétique médicale. Mais d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventiste en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Qui sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé Yaorana.